Les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo de façon aussi confortable que possible parce que je voulais vous parler de la critique. Et la critique, c'est un sujet très controversé et j'ai pu voir qu'il était particulièrement violent dans la littérature LGBT, probablement ailleurs, mais moi, il n'y a que la littérature LGBT qui m'intéresse, donc je l'ai vu que là. Et j'ai vu que c'était très violent du côté roman gay. En FF, on a la chance d'être épargné. Disons que c'est un peu plus subtil, hein, mais c'est tout de même moins pire. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça dans mon petit salon, confortablement installé. Et, euh, et voilà. Et j'ai énormément de choses à vous dire sur le sujet, bien que je vais devoir couper à un moment donné parce que je voudrais pas non plus que ça devienne soporifique. Donc il se peut que je refasse une autre vidéo sur mon profil, mais là ça sera plus privé. J'ai vu des gens massacrer d'autres personnes, des auteurs, avec des mots, à tel point que j'avais vraiment de la peine pour ces personnes, pour ces auteurs, beaucoup chez les auto-publiés, qui sont devenus la cible de malveillance de groupe sur leurs romans. J'espère qu'il y en a qui sont concernés, puis qui verront cette vidéo, parce que franchement, je suis de tout cœur avec vous. Et sachez que l'humain peut parfois être grand dans ce qu'il entreprend, mais parfois il peut être vil et cruel et davantage quand il y a un instinct incroyable de meute. Les gens en groupe peuvent être encore plus méchants que quand ils sont tout seuls. Avant de développer tout ce que je dois vous dire, les amis, je vous invite à écouter nos auteurs d'homo-romance qui ont souhaité contribuer à cette vidéo. Donc tout de suite, on va écouter Shirin et Lou Jazz qui ont déjà publié 3 romans chez mon Romance Édition, dont une hexalogie. Une hexalogie, c'est 6 livres qui seront publiés second semestre 2018. Donc voilà, écoutons-les tout de suite et je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde, on est là pour vous parler à un instant de la critique. Et comme vous le savez, on écrit depuis 10 ans, bientôt 10 ans. Et des critiques, on en a eu. Beaucoup. Des bonnes critiques, des mauvaises critiques. Constructif parfois. Parfois pas du tout. Pas du tout. Pour se remonter le moral ou se donner du courage, il faut se dire que une critique est une critique. Et si elle est négative, et si elle est complètement négative, quelqu'un quelque part a pris le temps de découvrir le livre, c'est son avis. S'il a pas aimé ou si la personne n'a pas aimé, ça lui appartient. Ne pas savoir formuler une critique, ça n'empêche pas que le livre a intéressé potentiellement une personne. En tout cas, il y a eu quelque chose de déclencheur pour le faire lire. Maintenant, des critiques complètement négatives, c'est juste stupide. La méchanceté gratuite, ça existe et il faut pas se leurrer, il y en a partout. En 10 ans qu'on écrit, on a eu des critiques négatives. On a eu des gens qui n'ont pas aimé ce qu'on écrivait. Non. Si, c'est vrai. Que Lou et moi, on a une position très différente sur la façon dont on reçoit les critiques. Aujourd'hui, je vais bien mieux, mais dans les premières années, ça a été très difficile pour moi de recevoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, dans le sens où même positives, je me disais, comment? N'importe quoi. Si, c'est difficile parfois d'en s'entendre dire, même si c'est très positif, tu fais un bon travail, mais tu peux le changer et le faire mieux, comme ci, comme ça. Il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, la première, j'ai horreur qu'on me dise comment je dois faire quand je travaille. J'aime pas ça, je le reconnais. Aujourd'hui, je sais en tenir compte. Mais elle l'applique pas forcément. Mais ça prend du temps, ces choses-là. Je veux Non. dire, ça prend du temps d'apprendre à accepter les choses et à y réfléchir. Ce qui est important, et ce qui est vraiment important, si on n'est pas capable d'y penser maintenant, c'est de le garder à l'esprit, de se remettre en question. À un moment donné, on se met en question. Et c'est ce qui est hyper important pour continuer d'évoluer. Et en ce sens, toutes les critiques et tous les commentaires qu'on reçoit, c'est hyper important. On écrit ensemble depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on reçoit toutes sortes d'avis, on les a tous lus, on les a tous entendus. Des jours où ça a été mieux que d'autres. C'est vrai ou pas? Oui. Et tout avis est à donner. Il y a des façons de mettre les formes et des façons de donner son avis. Comme dans la vie. Hein. Comme dans la vie, bah oui, mais parfois aussi on contrôle pas les choses, ça arrive. Donc parfois il faut aussi apprendre à relativiser ce qu'on reçoit, ce qu'on peut recevoir qui est négatif, qui peut nous atteindre, qui peut nous faire mal, qui peut nous décevoir, qui peut nous remettre en question.
qui peut nous décourager. Il faut relativiser avec ces choses-là à un moment donné. On a tendance à plus accorder du crédit à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif. Peut-être qu'en gardant ça à l'esprit, on peut essayer de se concentrer sur ce qui est positif et prendre ça pour avancer plutôt que prendre ce qui est négatif. Tu me regardes comme si je dis une bêtise. Bah, je pense. Quand c'est positif, c'est pas. Personne te dit, ouais, est-ce que t'as écrit c'est super bien, tes personnages sont super. En quoi ça te fait évoluer? J'ai pas dit qu'il fallait prendre pour argent comptant. Je dis juste que ça donne une impulsion, ça donne une bonne énergie de prendre en compte et de garder en tête les choses positives quand on reçoit un commentaire ou une critique négative et qui n'est pas construite. Quand on reçoit une critique comme ça, c'est important de se dire, d'accord, j'ai reçu cette critique, mais qu'est-ce que j'ai aussi reçu de bon? Donc pour finir cette vidéo, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Enfin, on espère. Même quand on s'est égaré, Souvent. Ça nous arrive. on va savoir ce qui peut être coupé. Bon travail. Désolée, Kyrian Malone. J'ai fait ça de... Ah si, voilà. Dernière élimination. Dernière élimination. Recevoir sa première critique, donner sa première critique, c'est un peu comme faire cette vidéo. Alors, soyez indulgents dans les commentaires que vous allez laisser à propos de ce qu'on vient de dire, parce que c'est la première fois qu'on s'essaye à ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié écouter Cheryl et Lou, que je remercie vraiment d'avoir contribué à cette vidéo, les filles, merci de tout cœur. À mon tour, j'aimerais vous parler de la critique. Et cette première partie va s'adresser surtout aux lecteurs. Et chers amis lecteurs qui nous regardaient, qui suivaient ces capsules, j'aimerais vous dire ceci avec beaucoup de respect. Faites attention à vos mots. Les mots ont un pouvoir insoupçonnable. Mesurez la différence entre dire à quelqu'un je t'aime et dire à quelqu'un je te déteste, je te hais. Je t'aime, je te hais. Vous rendez-vous compte à ce que ça fait quand on entend ces paroles? Alors imaginez quand c'est des mots qu'on lit, parce que comme vous savez, hein, les paroles volent et les écrits restent, mais quand c'est des mots qu'on lit, des gens qui viennent d'inconnus, qui ne nous connaissent pas. Je parle d'écriture. Ce que je dis est valable dans toutes les sphères de la vie. Et ce dont je vous parle, les amis, c'est assez grave parce que j'ai vu beaucoup d'auteurs, notamment dans l'auto-publication, des auteurs qui se débrouillent tout seuls. Beaucoup d'auteurs ont arrêté d'écrire à cause de personnes malveillantes. Et là, je vous parle d'abandonner le rêve d'une vie. C'est grave. À cause des gens qui ne pèsent pas leurs mots, qui n'ont rien à faire de la portée de ce qu'ils disent. Ils le disent, ils déversent leur fiel, ils déversent leur venin, parfois avec beaucoup de conscience et de plaisir. Hein, ça s'appelle du sadisme. Et qui font du mal aux gens pour les détruire. Alors les amis, faites attention. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que peuvent avoir les réseaux et l'impact que peut avoir la méchanceté des gens sur des personnes qui osent mettre en avant leur travail sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il y a beaucoup de gens, vous savez, c'est de plus en plus à la mode de partager sa vie. C'est étrange parce que plus on fait ça, et plus on est seul parce qu'on est seul, parce qu'on sort plus. Mais plus on est seul et plus on partage sur des réseaux sociaux à la vue de n'importe qui. Vous voyez, on marche un peu sur la tête, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la modernité, on s'adapte. Et là, je parle aussi bien d'écriture, de musique, de chant, de peinture, de toutes les personnes qui exercent un art ou même qui n'en exercent pas. La critique, elle est valable, ne serait-ce que quand on marche dans la rue, des gens qui me regardent ou qui m'écoutent parler du fait de tenir sa petite amie par la main, de fait de s'habiller de telle ou telle façon, d'être gros, d'être maigre, bref, la critique concerne tout le monde. Je ne sais pas si vous avez connu, bah oui, ça existe encore en France en tout cas, c'est l'émission The Voice, ici ça s'appelle La Voix, et à chaque fois je suis sidérée, plutôt j'étais parce que je ne regarde plus, j'étais sidérée de voir l'émission, les gens qui réalisent l'émission, humiliés, en bonne et due forme, les chanteurs, les très mauvais chanteurs, ils les humiliaient en bonne et due forme sur la place publique. Tous ceux qui n'avaient pas de talent
tous ceux qui chantaient de façon risible, on les place on les met sur l'écran aux yeux de tous. On les humilie. Pourquoi? Pour faire rire. Pour faire rire le peuple. Le peuple. Faisons rire le peuple. Parce que pendant que le peuple rit, en passant, il ne s'intéresse pas qu'il y a des bombes qui explosent, que nos gouvernements font n'importe quoi. Donc, faisons rire le peuple. Je vais m'éloigner grave du sujet, je recentre tout de suite, excusez-moi. Une petite phrase, quelques mots piquants. Et là, je ne parle pas des gens qui prennent mal la moindre petite tournure de phrase, hein, ou qui se sentent blessés ou attaqués sans raison. Je ne parle pas des gens qui sont paranoïaques. Je parle des gens qui s'en prennent vraiment plein. Voilà. J'ai vu des choses, j'ai lu des critiques, parce que des fois j'aime bien aller voir un peu ce que font les autres auteurs. Je m'intéresse beaucoup au travail des autres auteurs pour voir un peu les tendances. Bref, c'est toujours très intéressant. Mais les critiques, c'est fou. Parce que là, je vous parle des réseaux sociaux, mais il en va de même sur les critiques, sur d'autres œuvres, quels que soient les supports. C'est le chat président. J'ai un chat qui a été élu président par les lectrices, voilà. Vous venez de l'entendre. Il est d'accord avec moi. Donc Internet, oui, facilite la tâche, et ces gens qui sont mal intentionnés, et d'ailleurs c'est facile d'être mal intentionné quand on ne voit pas leur sale tronche, parce que s'ils se montraient, ces gens-là, ben on saurait pourquoi ils sont méchants. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ces gens qui critiquent, souvent, ils font rien derrière. Il y a une auteure, Magali Junju, répète souvent une phrase, la critique est facile et l'art est difficile. Je ne sais plus qui est l'auteur principal qui a dit ça, mais elle a absolument raison. Et oui, la critique est facile et l'art est difficile. Et en ce sens, les gens qui critiquent, ils ont souvent aucune raison valable de critiquer. Avant d'écrire une critique sur un livre, surtout si vous savez que l'auteur va la lire, parce que là je parle pas des chroniqueurs de blockbuster, du dernier film hollywoodien. On reste, s'il vous plaît, restons quand même dans la critique LGBT. Hein. Parce que si on commence à parler des best-sellers chez Gallimard, non, là c'est en dehors du contexte. Il faut rester quand même dans le contexte. Et là, le contexte, c'est la critique dans la littérature LGBT. Parce que oui, il y a des très grands auteurs qui se prennent des très bonnes critiques et de très mauvaises critiques. Mais là, disons que ça fait un peu partie du business éditorial des maisons d'édition. Mais s'il vous plaît, les amis, avant de poster un commentaire sur un livre LGBT, essayez d'y réfléchir à 2 fois à ce que vous postez, à ce que vous voulez dire, surtout si vous le faites en place publique. Parce que derrière l'écran, il y a des vraies personnes. Et quand je dis vraies personnes, je parle de vraies émotions. Je parle de vraies sensibilités. Je parle des gens qui ont une vie qui est parfois compliquée. Et cette personne, en écrivant, elle a fait de son mieux pour écrire. Certes, c'est peut-être pas parfait, mais elle a inventé, elle a créé. Quand bien même elle s'est inspirée de telle ou telle chose, peu importe, vous savez, je le répète assez souvent et je le répéterai encore aux imbéciles, on ne va pas réinventer la roue. Si vous souhaitez laisser un commentaire, assurez-vous toujours de le faire avec discernement et de façon constructive. Ne soyez pas grossier, ne soyez pas agressif, n'attaquez pas la personne dans son intégrité d'individu. Moi, étant assez présente sur les réseaux, c'est vrai que de la critique, je m'en prends en veux-tu, en voilà. Mais ça, à la limite, j'ai l'habitude de m'y confronter parce que quelque part, je la cherche un petit peu aussi. Forcément, quand on expose ses idées et qu'on ose dire tout ce que la plupart des gens pensent, mais n'osent pas dire, on s'expose forcément à des contradictions. Encore quand les contradictions sont argumentées, c'est correct. Mais quand les gens disent et arrivent avec leur opinion, ouais, mais moi je suis pas d'accord. D'accord, mais t'es pas d'accord pourquoi? Bah je sais pas, mais je suis pas d'accord. Parce que moi j'ai entendu dire que... Mais c'est quoi ta source? Facebook. Ok, bon, on passe au suivant, merci, bye bye. Il y a des chroniqueurs qui ont compris, les amis, que la critique n'était pas nécessaire quand elle est mauvaise. Il y en a, ils aiment pas, ils préviennent l'auteur, ils disent « Oh, j'ai pas aimé. Merci pour le service presse, mais j'ai pas aimé votre livre, donc je n'en parlerai pas. Point final, on passe au suivant, bye bye. Vous savez combien on publie d'œuvres par jour?
Combien il y a de livres gays qui sont publiés par jour? C'est juste incroyable. Moi, je suis même plus là. Avant, je suivais un peu, là, je laissais faire. Et donc oui, je connais des chroniqueurs qui ne cherchent pas à humilier en place publique les auteurs qui n'ont pas aimé. Et davantage dans le monde LGBT, qui est si petit et si fragile. Les amis, c'est ça, avoir de la classe. Quand on n'aime pas, on passe son tour. Les amis, on est si peu nombreux dans la littérature LGBT, et surtout dans la francophonie, si peu enclins à la visibilité que nous devrions tous nous soutenir pour avancer ensemble, plutôt que de nous tirer dans les pattes, comme certains semblent le faire. Ça devient un sport, quoi, en y prenant du plaisir, en écrasant les autres, ou ce qui ne leur ressemble pas, aussi. Parce qu'il y en a qui s'autoproclament, pardon, je recommence, il y en a qui s'autoproclament, il ne faut pas dire trop vite, en élite. Et ils écrasent les autres pour mieux prendre de la hauteur. Plutôt que de faire par leur propre talent, plutôt que d'exister avec leur propre talent, leur propre capacité, ils préfèrent détruire. C'est marrant. C'est marrant ce comportement. Je serais curieuse de savoir en psychologie ce que ça dénote, mais bon, c'est pas mon bac, donc on laisse faire. Mais si vous saviez combien on en a croisé de ce type d'individus, et je vais vous dire mieux, certaines de ces personnes étaient des gens que j'admirais. Oui, il y a des gens que j'ai admirés pour leur travail dans la communauté, et du jour au lendemain qui m'en ont mis plein la... Mais alors comme il faut. Bah écoutez, ça dégoûte. Ça dégoûte, non, on s'en remet, hein. Non seulement on s'en remet, mais après on se dit ok, vous allez voir de quoi je suis capable. C'était des gens sur qui je voulais prendre exemple. Et en lisant leurs critiques publiques, bien sûr, parce que si la critique, si elle n'est pas publique, elle est beaucoup moins amusante, c'est mieux d'avoir des témoins, tant qu'à faire sur un site à fort trafic. Ben, j'ai eu beau m'interroger assez longtemps, à me demander, mais pourquoi, c'était quoi le but? C'était quoi le but d'écrire 3 pages sur un de mes bouquins, de tourner complètement en ridicule, mais quand je vous dis complètement, là, le bouquin, c'était devenu une parodie, quoi, hein. De tourner en ridicule un de nos personnages, la personne en plus se comparer à notre personnage. Oui, si elle m'écoute, je la salue, hein, salut. Et puis quand tu veux, hein, quand tu veux. Ouais, je l'ai encore là, je suis très 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 rancunière, c'est fou, mais bon, que voulez-vous, hein. C'est ça aussi qui fait qu'on avance dans la vie. Donc de façon générale, quoi qu'un auteur ait fait et écrit ou dit, cela peut justifier, est-ce que cela peut justifier finalement l'acharnement d'un chroniqueur, d'un blogueur, d'un lecteur pour démolir son travail? Non, moi je suis pas d'accord. Il n'y a rien qui justifie la méchanceté gratuite sur une œuvre. Et je me suis toujours demandé quel était l'intérêt pour des gens lambda de perdre des heures à pondre des critiques, mais élaborées. Je ne parle pas de critiques basiques, vous savez. À la limite, ces critiques-là, elles peuvent être justifiées quand je vois des lecteurs qui mettent ah ben j'ai pas aimé, j'aime pas le fantastique, c'est pas du tout mon genre, j'ai pas aimé ce livre de l'auteur. Bon, c'est correct, la personne n'aime pas, elle aime pas. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de vice, hein, parce que là on parle de vice, parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'ils sont subtils, puis finalement ils ne le sont pas du tout, hein, puis vous savez, à un moment, le boomerang, on l'envoie, puis on se le reprend dans la gueule. Puis des fois, ça fait plus mal. Donc, ces personnes qui élaborent des critiques extraordinaires de plusieurs pages pour massacrer l'œuvre de tel ou tel auteur, certains font des thèses certains ont fait des thèses sur nos bouquins. C'est à mourir de rire. Ou de pleurs, en fait. Ça peut à mourir de pleurs, parce que quand je vois que ces gens-là nous ont consacré des heures à nous, pauvres nullités, hein, parce que quand tu méprises quelqu'un, en général, ben, pareil, tu perds pas de temps sur cette personne, mais tu n'écris certainement pas une thèse de 3-4 pages pour dire à quel point il est nul à chier. Pardon, là c'est sorti tout seul. Vous voyez le paradoxe? Donc quand on se demande pourquoi, alors là tout de suite vous allez vous dire, c'est de la jalousie. Voilà. Donc, je n'ai pas fait d'études en psychologie, encore une fois, mais j'ai lu suffisamment sur le sujet pour reconnaître qu'à travers leurs mots, leurs phrases,
leur façon en fait d'exprimer consciemment ou non ce qu'ils ont ressenti pendant leur lecture, le réel mépris envers un auteur. Là, je parle en général, on est sorti de ma propre expérience. Il y a des gens qui ont un mépris, on sent que c'est personnel, et que ces personnes prennent un plaisir malsain qui relève donc du sadisme à s'acharner sur certains auteurs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, aux auteurs qui vont beaucoup écrire, vous en rencontrerez tôt ou tard, et vous repenserez peut-être à cette vidéo, et vous prendrez ça à la rigolade, en tout cas je vous le souhaite. Donc pourquoi s'acharner sur ces auteurs sérieusement? Sérieusement, est-ce que vous, un lecteur lambda, vous allez passer 2 heures ou même 2 minutes à rédiger une thèse sur le McDo du coin, hein? Prenons un exemple, mais alors l'exemple râlez pas crête, hein. Vous, lecteur, vous allez manger au McDo et vous allez pendant 2 heures dire « Ah, les frites étaient trop molles. Il y avait trop de sel. » Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'aime pas une chose, je sais que vous aimez cette phrase, vous l'attendez tout le long en fait, de la capsule. Quand on n'aime pas une chose, on sent si fan le breloquet de perdre notre temps précieux à y revenir. Oui, les amis, on passe notre chemin. Au bout de 10 minutes, si je n'aime pas un film, je change de chaîne. Quand une série ne me plaît pas sur Netflix, je passe à la suivante. Oui, oui, toi qui m'écoutes, tu sais que j'ai raison. Donc il y a au-delà de la volonté d'écrire une critique, il y a autre chose d'un peu plus nécessiteux de consulter. Donc cette comparaison n'est pas ridicule, finalement, parce qu'à notre échelle d'auteurs LGBTQ+, hein, on ne va pas revenir sur les lettres qui suivent le Q, s'il vous plaît. C'est sur l'échelle des auteurs LGBT publiés ou en auto-édition, ou même chez les petits éditeurs indépendants, nous sommes, les amis, nous sommes un grain de sable dans un océan de livres. Alors haine, mépris, allez savoir pourquoi ou comment ces personnes s'acharnent, ça ne servira à rien, parce qu'on ne saura jamais leur réelle motivation. Donc amis auteurs, ne prenez même pas la peine de relire la critique ou d'y répondre. Je sais que c'est difficile, je le sais, mais vous n'y gagnerez rien à part vous mettre du poison dans la tête, parce que c'est le but de ce genre de critique non constructive, c'est de vous empoisonner. Et quand vous êtes empoisonné, vous ne produisez plus. Ce que je vous dis, c'est très important. Combien d'échanges j'ai pu avoir avec des auteurs qui étaient dévastés par des commentaires acides. En réalité, là, j'ai essayé de compter et je ne suis pas capable de les compter. Parce qu'il y en a eu énormément. Combien d'heures avec Jemily on a perdu à débattre, on va nous prendre la tête sur des critiques incendiaires, lapidaires, des critiques qu'on nous avait jetées. Parce qu'on avait chacune notre sensibilité, puis on ne comprenait pas. Et sur des détails, mais des fois complètement ridicules, quoi. On voit que les gens ont lu. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont lu. Ils ont lu et puis derrière, ils viennent nous saccager, quoi. Autant qu'ils peuvent. Donc c'est pour ça que aussi on a élaboré ce projet de capsule. C'est parce qu'on veut rendre quand même plus humain le fait que des auteurs LGBTQ travaillent fort à la visibilité de la littérature. On est des vrais auteurs. Oui, oui, nous ne sommes pas des robots. D'ailleurs, vous avez connu certains auteurs sur fanfiction.net, sur Wattpad. Il y en a peut-être qui n'ont jamais publié sur les plateformes gratuites, mais voilà. Derrière les lignes, les amis, il y a des gens, il y a des vraies personnes. Il y a une structure de vraies personnes qui travaillent pour donner un sens et une vie matérielle à des projets de l'imaginaire. C'est fabuleux quand même. Donc respectez ceci. Et quand vous faites une critique, soyez constructif. Vous n'avez pas aimé, c'est correct que vous précisez. Je n'ai pas aimé ce livre. Je n'ai pas aimé... les personnages ne me plaisaient pas. Je sais pas moi, le décor, l'intrigue, c'était peut-être pas assez profond. Ça aurait mérité plus de développement. Mais commencez pas à attaquer l'auteur. Ouais, je sais, moi ça me dépasse, ça me fait bouillonner de l'intérieur. Chers lecteurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas que quand vous écrivez un auteur, il est humain.
Il a une sensibilité, il a une famille, il a un travail, il a des responsabilités, des engagements. C'est une personne, ce n'est pas une machine. Elle est comme vous, sauf qu'un jour, elle a décidé d'écrire. Et puis, peut-être que vous aussi, ça vous tenterait d'écrire. Et si ça vous tente, mettez-vous de l'autre côté du miroir, voilà. Mettez-vous à la place, quand vous écrivez une critique, dites-vous, ok, est-ce que j'aide l'auteur là quand j'écris ce que j'écris? Qu'est-ce que ça va lui apporter de savoir que ces personnages, c'est de la merde? Hein? Vous aimeriez, vous, qu'on dise ça de votre propre chose? Ou qu'on vous croise dans la rue et qu'on vous dit, eh, mais t'as vu comment t'es habillé, tu ressembles à rien? Non, bah non. Donc ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Si vous n'aimez pas ce que cette personne a écrit, mais vraiment que ça vous prend à la gorge, que vous ne puissiez plus endormir, hein, genre ça vous rend dépressif à ce moment-là, demandez-vous si, d'une part, est-ce que vous voulez lui dire va lui apporter quelque chose de positif, de constructif? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de lui écrire en public? Est-ce que ça va faire d'elle une meilleure auteure? Ah, ça, si c'est constructif, moi, je vais vous encourager toujours à faire une critique. Mais est-ce qu'elle est constructive? Est-ce qu'elle ne mériterait pas peut-être d'être dite en privé? J'ai reçu des critiques en privé, des gens qui m'ont dit, écoutez, Kyrian, tel roman, j'ai bien aimé celui-là, mais celui-là, j'aime moins. C'est dommage, j'aurais préféré plus de ci, plus de romance, plus de ça, plus de sexe. Parce qu'il y en a qui aiment ça vraiment, le sexe, puis c'est vrai que j'en fais moins. Bon. Voilà, c'est correct. Mais c'est pesé, c'est cohérent, c'est dit sans méchanceté. Vous voyez? C'est pas parce que l'auteur a préféré Jeannette, plutôt a mis Jeannette avec Laurine au lieu de Suzanne que son roman c'est de la merde. C'est pas parce que vous n'aimez pas son style, parce que vous êtes peut-être un grand intellectuel qui apprécie des phrases avec des synonymes variés, complexes, des figures de style, que d'autres personnes ne vont pas apprécier son livre. C'est pas parce que vous êtes un expert en géologie, en histoire viking, en pédiatrie ou je ne sais quoi, que vous pouvez vous positionner en donneur de leçons pour pointer du doigt à l'auteur ce qu'il a mal écrit. L'auteur, lui, il fait de son mieux. C'est sûr que les recherches que sur Wikipédia, c'est pas génial, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un livre de pédiatrie ou bien tous les romans de tueurs en série de Stéphane Bourgoin. Hein, parce que c'est du budget aussi, ça coûte cher d'acheter des livres. Parce que pour écrire, il faut lire. Et quand on fait des livres un peu plus recherchés, il faut lire, c'est exigé de lire et de se renseigner. Parce qu'en théorie, on ne parle que de ce qu'on connaît. Et ce qu'on ne connaît pas, il faut aller chercher souvent dans les livres. Donc plutôt que de le descendre, aidez-le. Si vous tenez tant à lui écrire, à échanger, écrivez-lui poliment pour le conseiller. Même si c'est en public, même si c'est sur Amazon, même si c'est sur une page produite d'un site web, sur Babelio, je ne sais quelle plateforme d'échange, ou un forum, ou whatever. Et si vous n'aimez pas, que vous trouvez cette œuvre méprisable, n'y revenez pas. Pourquoi revenir sur un auteur dont vous n'avez pas aimé les autres bouquins? Vous n'aimez pas un bouquin, zappez l'auteur. Et je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je dis, parce que... Bref, je sais. Et je dis ça parce que j'ai lu des critiques absurdes de plusieurs lecteurs, qui sont probablement dans mes contacts, et qui s'acharnent sur nos romans, ou d'autres, en disant que c'est de la merde. Je plaisante pas quand je vous dis ça. Vous pouvez aller sur ma page, passer un par un les 50 romans peut-être, je sais plus combien il y en a. Vous les passez un par un les romans, puis vous regardez les critiques, puis vous regardez les noms et vous verrez que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Attendez, je vais vous donner l'exemple. On va prendre un nom bidon, Marie. Marie, merci Marie. Marie, tu vas te reconnaître, on parle de toi, tu vas être contente. Marie, tome 1. Tome 1. Donc là, je parle d'une série, hein, il n'y en a pas 40, vous irez voir. Tome 1, Marie, bof, ce n'est vraiment pas très intéressant. Bon, bah Marie, désolée, Marie, ça ne vous a pas plu, je suis désolée, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ce genre-là. Tome 2, Marie, oh, Marie est encore là. Ces auteurs ne savent vraiment pas écrire. Bah Marie, pourquoi vous êtes sur le tome 2? Vous aviez déjà pas trop aimé le tome 1. Bon, Marie, ok, bye bye Marie. Tome 3, tiens, revoilà Marie. C'est vraiment trop nul et c'est très cher. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Marie? Et là, on se dit, mais un problème, Marie. Tome 4, c'est de plus en plus nul. Ok, Marie est dépressive, probablement. Marie a un problème. Bon, soit.
Tome 5, tome 10. Encore Marie. Oh là là, je ne lirai plus jamais ces auteurs. Marie est vraiment très malade. Parce que Marie s'est tapé 10 livres qu'elle n'aimait pas. Et à chaque fois, elle se plaint. Donc, chère Marie, je vous invite à consulter un psychologue de toute urgence. Hein? Bye bye Marie. Donc là, je vous donne un exemple réel, les amis, que vous pouvez aller vérifier d'ailleurs si ça vous amuse. Et vous verrez de quoi je parle. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un lecteur bête et méchant qui doit traîner sur nos pages et ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ces personnes sont là. Elles errent, elles sont en errance un petit peu comme des fantômes. Mais vous serez surpris parfois de constater à quel point certaines personnes, certains lecteurs vouent une sorte de pulsion, passion, aversion envers certains auteurs. C'est... Oh là là, franchement, si je devais tout refaire, je crois que je commencerais par des études en psychologie. C'est vraiment passionnant, le comportement des gens. Mais Marie, excuse-moi, c'était encore là, j'ai juste une question. Pourquoi tu t'obstines à nous lire, à nous suivre, à nous regarder, à nous écouter si tu n'aimes pas notre travail? Je comprends pas. Je veux dire, soit tu nous aimes, soit tu nous détestes. Mais si tu nous détestes, quitte donc cette page. Vous voyez? Amour, haine, attention, parce que ces émotions sont assez proches finalement. Donc je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est vrai que c'est compliqué. Surtout en fait, parce que c'est vrai que nous on a écrit beaucoup de livres, qu'une personne qui a écrit un seul livre en 20 ans, peut-être elle expérimentera pas ce genre de choses. Vrai ou faux lecteur, on ne dépense pas la modique somme de 100 € juste pour le plaisir de lire quelque chose qu'on n'aime pas. Et au même titre qu'on ne retourne pas manger dans un restaurant où on n'aimera pas le menu, ni le service, ni le cuisinier. Hein, on est bien d'accord. Malheureusement, vous vous rendrez compte que parmi tous les critiques que vous aurez dans votre entourage, certains reviendront toujours. Certains seront toujours dans le décor et certains vous suivront. C'est à la vie, à la mort, quoi. Hein. Est-ce un besoin d'attention? Peut-être. Est-ce une frustration? Peut-être. Est-ce une perte de temps? Sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est une perte de temps. Mais que l'autre perde son temps, que le lecteur perde son temps, ça, c'est pas grave. Mais que vous perdiez votre temps, ça va pas aller du tout. Parce que mes amis auteurs, si des gens perdent leur temps, ne perdez pas le vôtre. Pas avec ces gens-là. Continuez d'écrire. Restez dans votre passion, dans votre imaginaire et dans vos projets. C'est ça le plus important. Vous continuerez d'évoluer. Et eux, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils seront toujours à la même place. Ils seront toujours derrière leur écran avec leur petit blog de 10 fans avec qui ils échangeront les mêmes sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Les amis, je prends le temps de faire cette vidéo parce que bien sûr, nous ne réagissons pas tous de la même façon à la critique. La plupart des gens sont très vite écrasés, surmenés, perdent confiance en eux quand ils se retrouvent face à une mauvaise critique. Ça peut être très difficile, ça peut même les faire sombrer dans la dépression. C'est grave, c'est triste. Et d'un autre côté, il y a d'autres personnes pour qui la critique, ça les transforme. Ça les transforme de façon positive parce qu'ils arrivent à transformer le négatif en constructif. Plutôt que de se laisser abattre, submerger et écraser par les mauvaises langues, à chaque fois qu'on les pique, eux, ça leur donne encore plus de rage de vaincre et de mieux faire et de se dépasser. C'est un peu, vous savez, dans les pays d'Amérique, les Indiens s'injectent régulièrement un petit peu de poison, de scorpion. Parce que le jour où ils sont piqués avec une très forte dose, ils survivent. Alors ça, c'est le bruit très désagréable de la roulette du chat. Alors si vous pensez être de ces gens qui perdent confiance en eux, prenez le temps de digérer le négatif, oubliez puis recentrez-vous sur votre travail parce que vous ferez toujours mieux. Toujours mieux. Transformez les amis, transformez le négatif en positif. C'est très important que vous fassiez ça. La critique, comment y répondre? N'y répondez pas. Pas verbalement, pas
en vous élançant dans des joutes littéraires pour montrer que le critique a tort et que vous avez raison. La polémique, vous savez, c'est une joute verbale. C'est comme un genre d'écriture. On joue avec le verbe, on joue avec le style, on échange des idées, on argumente, on nourrit la chose. Il y a de grands littéraires qui étaient connus, j'ai plus leur nom, mais qui étaient connus pour s'écrire des lettres de polémique. C'était même pas fait en place publique. Ils s'échangeaient des lettres manuscrites, des courriers à l'époque, où ils échangeaient sur leurs idées et ils confrontaient leurs idées. Ça, c'est bien. Ça peut être constructif. Ce type de polémique peut l'être. Mais la polémique qui est vide, parce que là encore, il faut avoir une personne en face de vous qui a du répondant. Qui a du répondant et des arguments. Sans ça, ce n'est pas constructif. Vous comprenez? C'est très important. Parce que se retrouver face à une personne qui n'a pas d'argumentaire, qui a des opinions. Ouais, je pense que l'avortement, c'est mal. D'accord? Mais encore. Vous voyez, il y a des gens qui ont des discours complètement vides. Vous savez, devinez de quoi je parle. Vous avez probablement dans votre entourage des gens qui ont des avis sur tout, mais qui argumentent jamais. Et vous voyez, si vous vous retrouvez face à une personne comme ça, comme disait Audiard, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Donc ne parlez pas à ces gens-là, ne perdez pas votre temps. Je peux comprendre, les amis, je peux comprendre que vous soyez rancuniers. Quand on se prend des mauvaises critiques, ça fait mal, ça pique. Et la rancune, c'est normal, c'est louable. Mais à la limite, je vais vous dire que la meilleure façon de vous venger, c'est de faire mieux. Répondez pas à la critique, faites mieux, soyez créatifs. Les amis, répondez à la critique avec classe et élégance. Vous voyez? C'est ça qui est important. Vous n'avez qu'une chose à faire pour ça. Écrivez. Soyez plus créatifs. Écrivez mieux. Faites plus de recherches. Faites une plus belle couverture. Vous vous rendez même pas compte à quel point la réussite, votre réussite à vous, peut être écrasante pour les gens qui vous veulent du mal. Vous comprenez? Moi, je vois une autrice de littérature MM. Elle est vraiment... J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je suis sûre qu'elle sait même pas que je l'admire, mais peu importe. Elle est auto-publiée. Elle s'en prend. Et écoutez, c'est fou. Je sais pas comment elle fait, parce que moi, je me plains, mais alors elle pourrait encore... la pauvre. Eh ben, elle a morale d'acier, et elle continue de publier, et elle y va, et elle y va, et des nouveautés, et un nouveau roman, et de nouvelles idées, et des belles couvertures, et let's go. Ben bravo, quoi. Moi, je la félicite, et je félicite toutes les personnes qui arrivent à rassembler leurs idées, et à rester dans la créativité, malgré l'impact négatif que peuvent avoir les critiques sur eux. Alors aux gens qui souffrent de ces critiques, les amis, explorez toutes les possibilités créatives qui s'offrent à vous pour être un meilleur auteur, pour être un meilleur créatif, pour montrer que vous ne détruisez pas, vous construisez. Vous inspirez les gens dans votre créativité. Face à cela, face à votre créativité, mais vous désarmez n'importe qui va tenter de vous critiquer ou de vous insulter. Vous vous rendez compte? Parce que oui, normalement le critique, bon, il n'est pas complètement débile, surtout celui qui veut s'acharner. Il peut avoir une sorte de manipulateur intelligent quand même. Il va descendre un de vos livres. Pas de bol, il y en a un deuxième. Il va descendre un deuxième. Sauf que bon, quand il y a 50 commentaires positifs et qu'il est le seul con à trouver ça nul, là, il se décrédibilise un petit peu. Puis il va le faire sur un troisième. Bon, il vaudra mieux pas pour lui qu'il mette son nom, d'ailleurs, à ce moment-là. Qu'il change de pseudo ou carrément qu'il mette un nouveau site à son blog. Un nouveau nom à son blog, pardon. Puis quand il va voir qu'il y en a 45, ben là, je crois que non, maman, soit il change de passion, ou soit il faut qu'il se recycle sur autre chose. Mais voilà, faites toujours mieux. Et les gens vont passer à autre chose, ils vont se décourager. Donc la critique, ce genre de choses, les amis, laissez ça au no life. Vous avez des projets nombreux, réalisez-les. Souvenez-vous d'une chose, ce que vous faites, ce que vous créez, ça restera gravé, même après vous. C'est du concret, c'est pas du vent. Parce que la critique, ça c'est du vent. Aussi, sachez bien vous entourer. Et quand je dis cela, je parle d'auteurs, d'autres auteurs qui, comme vous, œuvrent dans le même sens, dans la créativité.
Vous voyez, dans notre communauté, notre café, le café de l'homo-romance regroupe une communauté d'auteurs de tous bords, tous côtés. Hein. Il y en a qui sont depuis d'autres maisons d'édition, des auteurs publiés. Mais au niveau des discussions, ça parle de tout. Il y a des discussions sur plein de sujets. Et c'est des gens qui s'ajoutent, qui deviennent amis, et puis qui s'aident, qui se donnent des conseils. Ce groupe, ça nous permet de nous interroger, de nous aider. Parce que comme dit le proverbe, un proverbe africain que j'aime beaucoup et que j'adore, tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Vous voyez, ça c'est très important. Donc sachez vous entourer. Et d'ailleurs, ce conseil, les amis, appliquez-le dans toutes les sphères de votre vie. Maintenant, les amis, j'aimerais vous parler d'un critique inattendu. Un critique auquel j'avais pas pensé avant plusieurs semaines. Parce qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point il pouvait être redouté et redoutable. Attendez, je bois un peu d'eau, je viens de manger du chocolat. Ce critique inattendu, les amis, c'est le correcteur éditorial. Alors celui-là, on ne l'aime pas. On ne l'aime vraiment pas. Il faut être réaliste parce que son rôle, c'est de nous souligner tout ce qui n'est pas de qualité dans notre manuscrit. Que ce soit le premier jet ou le second jet, le troisième, peu importe. Tout ce qui n'est pas parfait quand on le soumet, lui, le correcteur éditorial, ben, il va tout nous souligner, tout nous montrer, tout nous mettre en rouge. Et je peux vous dire qu'on va le maudire, ce correcteur, parce que il va s'occuper de vérifier nos répétitions, nos passés simples, nos mauvais accords du participe passé, notre syntaxe, notre concordance des temps, nos incohérences. Bref, il va faire le tour de toutes les petites choses qu'on pensait parfaites. Parce que quand on envoie notre manuscrit, en général, on dit ouais, là c'est bon, là, ça va être parfait. Eh bien non. Et ce correcteur, les amis, il est fatigant. Il est fatigant parce qu'il nous donne l'impression qu'on est mauvais et qu'on doit tout réécrire. Et ça nous fait énormément douter de nous, de notre ego. Notre ego s'en prend bien sûr un coup, on n'aime pas ça. Et parce que surtout notre ego déteste être dérangé dans des certitudes. Et notre certitude, si notre manuscrit a été accepté, c'est de nous dire « Hey, j'ai écrit quelque chose de génial !» Eh ben oui, c'est génial ce que tu as fait, mon ami. Sauf que faut le retoucher. Et ça, des fois, on n'y est pas préparé. Donc, je vais vous répéter ce qu'on a dit à l'auteur qui était dans le doute, qui avait eu de la peine de voir autant de corrections dans son manuscrit. On lui a dit que son livre était comparable à un bijou. À un diamant brut, plus exactement. Voilà, que son roman était comparable à un diamant brut et que le rôle du correcteur, c'était de tailler ce diamant. Tailler ce diamant pour en faire un bijou, justement. Si votre manuscrit est retenu, c'est que forcément, il a un potentiel. Un gros potentiel. Il a plus à un comité de lecture, donc l'éditeur sait qu'il va plaire au lecteur. Et le rôle de l'éditeur et du correcteur, c'est de mettre en exergue les meilleurs côtés de votre roman. Il est là pour faire ressortir le meilleur de votre œuvre, la faire briller, la rendre plus lumineuse, et surtout pour éliminer le superflu et toutes les petites choses qui vont pas. Il est là, le correcteur est là pour dépoussiérer, voilà votre beau diamant là que vous venez de sortir de la mine. Là c'est votre mine. Hop, vous sortez le diamant, vous l'envoyez. Et l'éditeur, lui, ben, il va le tailler avec minutie, puis il va en faire un super beau bijou. Et en fait, j'aime bien cette comparaison parce que vous prenez n'importe quelle pierre précieuse, il faut la purifier pour en faire un bijou, pour en faire une bague, des boucles d'oreilles, un pendentif, peu importe. Ben, c'est pareil pour l'écriture. Un éditeur, un correcteur, il est là pour purifier votre œuvre. N'oubliez pas que certains auteurs mettent des années à se publier parce qu'ils travaillent sur leur œuvre pour justement qu'elle soit la plus parfaite possible. Bien que la perfection n'existe pas, hein, parce que même si votre livre a été publié par un éditeur et que vous reprenez votre œuvre dans 10 ans, vous y trouverez des imperfections. Vous vous direz, ah, ça, je ne l'aurais pas écrit comme ci, comme ça. Bon, peu importe. Justement, ce que je viens de vous dire là, ça nous amène tranquillement à parler d'un critique qui est le pire. Le plus terrible des critiques. Celui que vous détestez.
ou quand vous saurez de qui je parle, vous le détesterez parce que vous vous rendrez compte qu'il est intenable, incontrôlable et que vous le redoutez. Parce que les amis, on va boire un petit peu d'eau là, gros suspense. Prenez-vous aussi le temps de boire un peu d'eau et de vous asseoir parce que ça va être choquant ce que je vais vous dire. Ce critique, les amis, c'est vous-même. Oui, les amis, c'est vous-même. Vous et vos pensées. Vous et vos jugements. Vous et votre ego. Je ne m'aime pas. Vous êtes le pire ennemi du livre que vous venez d'écrire. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Je ne m'aime pas. J'aime pas ce que j'ai fait. Oh, c'est vraiment mal écrit. Vous êtes le plus grand obstacle à la réalisation de vos projets. Vous incarnez la personne la plus dure qui va vous saboter, les amis. Vraiment. Il y a des gens qui vont mettre 3 mois avant d'envoyer leur manuscrit, qui va être fin prêt, hein. 3 mois, 6 mois. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous vous relisez et vous commencez à vous auto-saboter. C'est mal dit. C'est mal écrit. Il y a trop de fautes. Ça finit pas comme je veux. J'aurais dû être plus précise. Non, les lecteurs... Non, les lecteurs, ils vont pas aimer là. Ils vont pas du tout aimer ce que je viens d'écrire. Voilà, ça c'est ce que je me suis dit ce matin en me réveillant. Parce que je regardais mon nouveau roman qui est presque... Le tome 1 est fini en fait. Mais non, j'y arrive pas. Je peux pas l'envoyer. Pas un éditeur, hein, mais j'arrive pas à l'envoyer en correction. Parce que je sais que la correctrice, j'ai peur de son retour. Donc j'aime pas ce que j'ai écrit, c'est mauvais, c'est mal écrit, il y a plein de fautes, voilà. Et blablabla, et blablabla, et on se méprise, et on se déteste, et on se raconte des histoires, et on se monte la tête tout seul, et on s'enfonce dans l'incertitude, et on finit par fermer le fichier et se dire qu'on ne va pas se publier parce qu'on est nul, parce qu'on a peur, parce qu'avant on savait écrire, puis qu'aujourd'hui on sait plus, parce qu'on a oublié comment on écrivait, puisque voilà, et puis je peux vous en sortir des raisons, mais alors le mieux c'est quand je suis sous la douche, là ça tergiverse dans tous les sens, parce que c'est le seul endroit où je suis obligée de rester sans rien faire de productif, c'est la douche. Donc c'est là que je me prends le plus la tête sur mes bouquins. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc on a peur du jugement, hein, en fait on a peur du jugement qu'on vient de donner et que les autres pourraient avoir, pourraient nous infliger. Donc on a peur de notre propre jugement. C'est ça, on l'a refait. En fait on a peur de notre propre jugement que les autres pourraient nous infliger. On n'a pas encore reçu d'avis, mais nous on est balèze. On devine d'avance ce que les autres vont penser. Et forcément, ils vont penser comme nous que c'est vraiment mauvais. Parce que nous, on a réussi à s'en convaincre. C'est génial la magie du cerveau, vous trouvez pas? Je suis nulle, je suis mauvaise. Pendant 6 mois, je me répète ça. Et je suis convaincue que je suis mauvaise. Bon, stop là. Stop. On arrête tout. On arrête tout. Ne laissez pas les lecteurs, l'éditeur, décider si ce que vous avez fait est de qualité. Parce qu'à la limite, même quand vous êtes refusé par un éditeur, c'est pas parce que l'éditeur vous refuse que c'est mauvais ce que vous avez fait. Donc là, vous vous remettez derrière votre ordi et vous l'envoyez à un nouvel éditeur tout de suite. Parce que, à un moment donné, quelqu'un va aimer ce que vous faites. Votre œuvre ne sera jamais parfaite, peu importe combien de fois vous la reprenez. Alors une fois arrivé au mot fin, vous vous relisez, vous corrigez, vous laissez reposer, vous vous relisez encore une fois et vous envoyez. Bon, ça, j'en ai déjà parlé dans la première capsule. La première capsule, c'était « Osez-vous publier ». Donc, si vous n'osez pas, je vous renvoie à notre première capsule que vous pouvez regarder. Et vous pouvez encore poser des questions parce qu'il y a une petite alerte qui dira « Ah, les questions, hop, on viendra vous répondre ». Moi ou d'autres auteurs d'ailleurs. Donc, avoir conscience de ses lacunes, les amis, c'est bien. C'est une force de connaître ses faiblesses. Ça prouve aussi une grande humilité. Parce que je connais aussi à l'inverse des auteurs. Ah, moi j'ai écrit un best-seller. Moi, je suis un prix Goncourt. Hein, ce que j'ai écrit, c'est mon premier roman où je raconte ma vie quand j'étais à la campagne et que je montais à cheval. Hein, parce que tout le monde attend ce livre-là depuis toujours. Le mec, il n'a jamais rien lu, il écrit un livre.
croit que c'est le premier à écrire un livre. Bon, j'en connais des comme ça, c'est juste aberrant, quoi. Bon, bref. Puis il y a ceux qui sont très conscients, complètement trop humbles, et qui manquent complètement d'assurance. Donc les amis, la perfection n'existe pas. Un lecteur trouvera votre œuvre excellente quand un autre ne l'aimera pas. Vous savez, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Alors plutôt que de vous auto-saboter, les amis, concentrez-vous sur le positif. Ne dévalorisez pas votre travail, ayez confiance en vous. En vous. Ne cherchez pas la perfection. Ma prof me répétait tout le temps, la perfection tue le travail. Parce que je passais des heures et je voulais que ça soit tout parfait. Pendant que je passais 1 heure à rendre parfaite mon introduction, j'avais jamais le temps d'écrire ma thèse et mon antithèse. Donc ne cherchez pas la perfection. Ayez confiance en vos lecteurs. Ayez confiance en vos émotions et en votre créativité. Et tant que j'y suis, le premier que je vois en train de laisser un commentaire sur la page d'un auteur, je le fous à la porte avec un rapport. Je pense avoir fait le tour de ce que la critique pouvait avoir comme impact sur nous, qu'elle vienne de l'extérieur ou de notre ego. Et de fait, j'ai envie de vous demander, les amis, et vous, comment l'avez-vous vécu la critique? Est-ce que vous avez déjà reçu des critiques sur une de vos œuvres? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Comment l'avez-vous dépassé cette critique? Quels conseils vous donneriez aux auteurs? Que diriez-vous à un lecteur qui pourrait vous critiquer? Qu'auriez-vous envie de dire à ces lecteurs? Moi, j'aimerais savoir un peu connaître un petit peu vos ressentis, votre façon d'appréhender tout ça. Puis aux lecteurs, j'ai envie de vous demander, avez-vous la critique facile ou est-ce que vous passez simplement votre chemin quand un livre vous a déplu? Ça aussi, c'est important. Il y en a qui ont besoin de donner un avis sur un livre, puis il y en a qui s'en fichent. Donc vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Voilà. Dans l'attente de vous lire, comme l'a écrit Julie Lézy dans son dernier roman, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule. Surtout les amis, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous croiser dans le café littéraire éventuellement où on se promène de temps en temps. À la prochaine.